Alors, bonsoir. Tout d'abord, je veux remercier les gens du Cercle Est-Ouest et particulièrement Clément qui m'a presque tordu le bras, mais avec grand plaisir. Alors, je suis contente d'être ici. Je remercie aussi très, très chaleureusement mon ami Marcel qui a eu une présence quasiment systématique à chacun de mes vernissages. En tout cas, il n'y en a pas manqué beaucoup. Alors, j'étais très heureuse qu'il accepte de venir me présenter parce que, justement, il m'a connue depuis les débuts. Vous allez voir, depuis mon retour, alors vous allez voir dans les explications que je vais donner. Alors, j'ai intitulé ma présentation « Ma créativité plurielle ». Vous allez voir en cours de route pourquoi j'ai donné ce qualificatif. D'abord, quelques coups de pinceau pour vous situer sur mon identité. Je suis née en Outaouais, dans un milieu ambigu sur le plan culturel, c'est-à-dire que la domination de l'anglais était très, très évidente. La conséquence de cette situation pour moi a été de développer une véritable fascination pour la France comme facteur compensatoire identitaire. J'ai aussi accordé une très, très grande importance durant toute ma vie à la croissance personnelle. Ça transpire dans tout. Je détiens une formation universitaire en arts visuels à l'UQAM. Je n'ai pas croisé Marcel à l'époque, mais on aurait peut-être pu. Et je me définis de plus en plus comme une créatrice polyvalente. Mes fondamentaux en termes de création sont les suivants. Mes objectifs, quels sont-ils? Je cherche le vrai, le beau, le pertinent et le message. Mes principes de création. Tout d'abord, quand je me présente dans un univers de création, j'ai d'abord et avant tout la conviction que je vais trouver. Je suis tout à fait persuadée qu'il y a un pouvoir créatif dans toute expérience de vie. Et je m'abandonne, comme le disait Marcel, et je précise, j'abandonne tout réflexe de résistance. Mes sources d'inspiration, qui suis-je comme individu? De quel univers culturel suis-je issu? À quel archétype universel suis-je rattaché? Et quel est mon rôle social comme artiste? Alors, j'ai fait une formation en art à l'École des Beaux-Arts de Québec qui a été suivie par une formation à l'UQAM. Et c'est arrivé pas tellement longtemps après, finalement, le refus global. Je suis née en 1948, l'année à quelques jours près de la proclamation du refus global. Alors, ça fait partie, en quelque sorte, de mon bagage. Alors, ça veut dire que mon premier maître à penser, ça a été Bourdieu, avec l'automatisme. Dans ma démarche artistique que j'ai débutée finalement à l'UQAM, ça s'annonce sur ma recherche sur qui suis-je. C'est quoi mon territoire? C'est quoi mon territoire? Alors, je m'appuie sur l'approche de Paul-Émile Bourdieu, qui est l'automatisme, et je me lance dans le chaos. Je propulse sur des surfaces planes des taches de couleur, et c'est avec ça que ça va devenir une création, c'est dans un geste donc tout à fait gratuit. Alors, a suivi une deuxième rencontre extrêmement importante, celle du symbolisme. Mon maître à penser, Bruno Bettelheim. Alors, j'ai été marquée par son ouvrage qu'on intitule « Psychanalyse des contes de fées », je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu ça, où les symboles sont omniprésents. Et là, j'ai vu qu'il y avait une combinaison de deux choses qui se passaient. C'est que dans un premier temps, l'automatisme, et deuxième temps, symbolisme, qui me permet
de structurer, parce qu'on sait que le symbolisme, grosso modo, c'est une représentation figurative, mais de concepts théoriques. Donc, le symbolisme me permet ça. C'est pour ça qu'on en trouve aussi des marques de façon si importante dans les lieux sacrés. Dans les églises, dans les cathédrales, le symbolisme est extrêmement présent parce qu'il illustre des éléments incompréhensibles autrement. Donc, je suis très touchée par ça et je m'aperçois qu'il y a deux particularités qui s'imposent. C'est que mon travail est très chargé d'émotions et très, très fort en archétypes. Alors, vous avez un exemple ici du lien parental, du rapport parental. J'ai une illustration ici de la peur. Le besoin de dénonciation, et vous allez voir que c'est d'actualité. Alors, donc ça, c'est comme mes premiers élans, on va dire, au sortir de ma formation. J'ai suivi un cheminement multiprofessionnel, parfois en parallèle, parfois en alternance. Par exemple, en communication, en enseignement, en gestion, en création. Et petite parenthèse sur communication, je pense que c'est Clément qui a mentionné que j'avais été... Non, c'est Alcan. C'est Marcel qui a mentionné que j'avais transité par Alcan, milieu industriel. On peut croire que c'est complètement incompatible avec une formation artistique, mais il y a un dénominateur commun qui fait toute la différence, c'est la créativité. Créer des outils de communication, c'est comme créer une peinture, c'est donner une image, un message et s'arranger pour qu'il soit le plus clair possible pour celui qui va le recevoir. C'est certain que pendant les 22 ans où j'ai travaillé en communication, je répondais aux besoins d'un patron qui avait un message. Là, c'est le mien. Mais le processus est le même. Alors, j'ai eu un parcours assez diversifié, comme vous pouvez le voir. Pendant que j'enseignais, parce que j'ai une formation en enseignement des arts visuels, j'ai enseigné quelques années. Pendant que j'enseignais, mes œuvres s'en venaient vers un symbolisme d'inspiration européenne. Je ne sais pas si vous sentez déjà des coups, des arcades qui vont s'en venir à la base du tableau. Ça fait penser à des vitraux en gris de fumée, comme on peut voir dans beaucoup de cathédrales. Donc ça s'annonçait. Les arcades d'architecture de lieux de culte se présentent vraiment comme en force. C'est un thème, l'arcade, c'est un thème qui m'a poursuivi, pas poursuivi, mais qui m'a suivi tout le temps dans ma création. Et je dois dire que les intérieurs d'église ou de cathédrale, pour moi, c'est un intérieur de femme. Et il y a peut-être une belle connexion à faire avec la présence très significative de femmes dans mon œuvre. Donc, pendant cette période-là, je travaille en communication, mais j'en profite pour adhérer à un réseau franco-québécois. Vous vous souvenez que j'ai une fascination incroyable pour la France. Donc, j'adhère à un organisme franco-québécois, j'en suis même présidente pendant un certain temps, moi aussi, et je crée un réseau de contacts très structuré, très élaboré, pendant plusieurs années. Ça me donne l'occasion d'aller très souvent en France, et j'en profite évidemment pour faire le tour des églises, des abbayes, des cathédrales, des monastères, et je prends beaucoup d'arcanes. C'est toujours... J'ai une fascination pour ça. Alors, après, donc, un bon bout de temps en communication, mais où je peux voyager, toutes mes vacances sont prises pour ça, hein, découvrir la France, je projette de revenir à la création artistique. Parce que quand j'ai laissé la création pour aller gagner ma vie en communication, parce que c'est pas un secret pour personne, c'est pas facile de gagner sa vie avec la peinture. Donc, je suis allée en communication, mais je me disais toujours, j'ai toujours eu un chevalet
dans mon appartement ou dans ma maison qui était prêt avec mes équipements en me disant un jour je reviendrai. Ça a pris 22 ans. Mais c'était là pareil, comme je vous ai dit, j'étais nourrie par la créativité dans ce que je faisais autrement. Mais là, j'avais un empêchement majeur, parce que j'effectuais depuis si longtemps un travail dans lequel je me définissais comme quelqu'un qui aide les autres. En communication, j'étais dans cet élan vers l'autre constamment. Je me disais, comment un artiste qui fait de la peinture peut trouver un sens à sa peinture, quand pour moi, c'est une seconde nature d'être en situation d'aide par rapport à d'autres personnes. Et là, j'ai rencontré une première onde de choc. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça, le Feu Festival de théâtre de rue de Shawinigan. Extraordinaire, pendant 10 ans. Et là, cette année-là, je suis vraiment sous le choc, je découvre que les artistes peuvent redonner vie à un immeuble et redonner vie même tout à un quartier qui est en difficulté au centre-ville de Shawinigan. C'était, pour moi, là, j'ai eu comme vraiment un choc. Je me suis dit, oui, comme artiste, on peut contribuer à l'évolution d'une collectivité. J'ai une seconde onde de choc, je m'en pas longtemps après, je profite d'une visite guidée à l'église Saint-Pierre de Shawinigan où il y a des œuvres de Guido Ninchiri. Et là, je suis comme dans une espèce d'état de grâce, là, je l'évite. Ça me dit aie confiance. Et je pense que ça rejoint parfaitement l'expression utilisée par Marcel, c'est l'appel du risque. Je sentais l'appel du risque et que j'avais à ne pas m'inquiéter de ça. Alors là, apparaissent deux nouveaux maîtres à penser, Ozias Leduc et Léonard de Vinci. Pourquoi? Et là, je pense que madame va être contente de voir ça. Ma première œuvre que j'ai réalisée après 22 ans d'interruption situe la thématique à l'intérieur d'un temple, architecture gothique. Et là, je suis très, très surprise parce que, comme je vous ai dit, je travaille selon l'approche de Bordua, c'est-à-dire les tâches. Non, mais je ne sais pas où je m'en vais quand je commence. Comment ça se fait que je suis arrivée là? La grosse question, je me définissais comme quelqu'un de très humaniste, voire spirituel, mais j'ai du mal à m'expliquer le jaillissement du sacré. Dans cette œuvre-là, ça me dépasse, je ne suis pas capable d'y répondre. Alors, j'essaie de comprendre. Et je me souvenais que dans l'église Notre-Dame de la Présentation, à Shawinigan-Sud, j'habitais Shawinigan, il y avait le dernier grand œuvre d'Ozias Leduc. Ozias Leduc a fait sur la moitié des murs des œuvres qui représentent des gars de shop, de Alcan, de Belgo, des cultivateurs, des agriculteurs. Et là, je me suis dit, oh, lui, il va peut-être m'aider à répondre à ma question. C'est quoi ça? L'intrusion du sacré, tout d'un coup, il est pourtant profane comme moi. Alors, j'ai fait une grande recherche sur lui. Et j'ai créé une œuvre inspirée de l'intérieur de l'église et aussi d'une photo de Ozias Leduc. Et cette œuvre-là est exposée pendant 1 an à l'église Notre-Dame de la Présentation, l'année du 50e anniversaire de sa mort. C'était en 2005. Puis, je me souviens, par toutes mes visites en France, je me souviens des vitraux de Notre-Dame de Chartres, et particulièrement des vitraux illustrant des corps de métier. Ici, on voit les boulangers. Ça s'expliquait par le fait que les gens, les artisans, c'était des commanditaires. C'était les commanditaires des gens, des artistes qui faisaient les vitraux. Donc, on rendait hommage à ces gens-là en leur accordant une présence. Alors là, je me suis dit, bon, ça fait 2 sur 2, là. Des gars de shop à Shawinigan-Sud, puis des boulangers à Chartres. Donc, d'accord, je me laisse aller. Je laisse parler mon sacré.
Et c'est comme ça que ma première exposition, que j'ai intitulée Pour des siècles et des siècles, hein, ça dit déjà finalement là, que j'avais dit oui. Alors, j'ai donc fait une première exposition qui s'est tenue à la Galerie d'art de Sabah. Il y a une petite galerie à l'intérieur de la maison d'édition. Et parce que je m'intéresse au caractère très marginal d'Ozias Leduc, parce que c'était assez original ce qu'il faisait. On n'avait pas vu ça bien, des hommes de métier sur des murs d'église. Il était très original. Il avait une grande fascination pour Vinci, Léonard de Vinci. J'ai commencé à m'intéresser à Léonard de Vinci. J'ai tout lu ce que je pouvais lire sur lui. Je me suis vraiment, vraiment intéressée. Et cette œuvre-là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent son œuvre, mais la tête de lion sur le personnage de droite, c'est inspiré de l'autoportrait qu'il a fait de lui en âge avancé. J'ai un livre ici, je pourrais le sortir tout à l'heure. Alors là, ben, ça me pousse dans le dos et je décide de faire le grand saut artistique au pays de mes origines. Hein, Vinci qui vient me visiter, c'est le fun. Il a fini ses jours en France. Ça m'appelle, moi, ça. Alors, je décide de faire une intervention du côté de la France grâce à mon réseau de contacts de l'Association Québec-France. Et mes maîtres à penser à cette époque-là, eh bien, curieusement, Marie de l'Incarnation et Léonard de Vinci. Alors, je participe à une exposition collective en France, pas loin de Tours, une ville qui s'appelle Saint-Avertin. Et j'apporte mon œuvre représentant Ozias Leduc. Ah oui, mais ils ont dit, nous, on ne connaît pas Ozias Leduc. C'est qui? Je dis, il n'y a pas de problème, je vais vous faire une conférence sur Ozias Leduc. Et la photo représente la conférence dans l'église, elle était pleine à craquer, il y avait à peu près 400 personnes. Et ils venaient plutôt entendre, l'accent québécois aussi, là, mais n'empêche qu'il y avait beaucoup d'intérêt. Pendant que mon séjour, pendant que je suis là, je découvre que par une personne interposée, je découvre l'existence d'une biographe de Marie de l'Incarnation qui s'appelle Françoise de Roy-Pinot, qui passe 6 mois à Paris, 6 mois à Montréal, pas à Paris, à Tours, puis à Montréal. Et elle a écrit plusieurs ouvrages sur des femmes, les premières femmes, la fondatrice de la Nouvelle-France. Elle écrit un livre sur Marie de l'Incarnation qui s'intitule Marie de l'Incarnation, femme d'affaires, mystique et mère de la Nouvelle-France. Ben là, encore une fois, femme d'affaires et mystique, ça mène chercher dans tous les détours. Et l'œuvre qui est ici, bien entendu, c'est pas de moi, peut-être vous l'avez reconnue, Gérald doit la reconnaître, c'est une œuvre de Jeanne Vanasse qui représente Marie de l'Incarnation. Jeanne qui connaît mon travail aussi. Qu'est-ce qui m'inspire chez Marie de l'Incarnation? Une femme très intelligente, très spirituelle, on la connaît bien sûr sous cet angle-là. Elle a le sens des affaires, elle a déjà géré une compagnie à Tours. Hein. Elle a beaucoup de leadership. C'est une femme qui est déterminée à réussir, qui a une grande ouverture et un respect des différences. Ça, c'est intéressant. J'ai découvert ça grâce à Françoise de Roy-Pinot. Opinion structurée et bien appuyée, défendue avec énergie. Il a fallu qu'elle la défende dans la Nouvelle-France. J'ai déjà vu quand on a fêté le 400e anniversaire de Québec dans un journal de Québec, le premier homme de la Nouvelle-France était une femme. On faisait référence à Marie de l'Incarnation. Elle est une référence pour tous les gens qui arrivent. Et à bien des égards, je considère que Marie de l'Incarnation, c'est vraiment une féministe avant l'heure. Ça, c'était tellement puissant, ce petit séjour à Paris, pas Paris, mais en Touraine, que je décide, là, je sens que l'appel est inéluctable pour moi. Je n'ai pas été assez vite. Je décide de me bâtir littéralement une résidence artistique de 3 mois. En France, c'est pas n'importe où. Je décide d'aller bien sûr en Touraine, pas très loin de chez Marie de l'Incarnation parce qu'elle est originaire de Tours, mais aussi d'Amboise. Je suis pas loin d'Amboise parce que Vinci
est décédé à Amboise, plus précisément au Clos Lucé. Et pour moi, c'était comme une espèce de pèlerinage d'aller dans ces endroits-là. J'ai demeuré 3 mois dans une petite campagne proche. Je marchais tous les jours, je faisais mon compostel. Je partais toujours avec un cahier à croquis, dessiner des églises, des chapelles, des châteaux, des détails, des gros plans et tout, avec l'idée, bien entendu, de faire tout un contenu d'exposition en revenant. Pendant que j'y suis, je découvre que mon ancêtre, Honoré Dany, maître charpentier, est bien de cette région-là. Il est de Mont-Louis-sur-Loire. L'œuvre qui est ici l'appelle, encore une fois, Léonard de Vinci, inspiré de son Saint-Jean-Baptiste. Parce que ça me dit quelque chose. Petit clin d'œil, l'église où mon ancêtre a été baptisé, Mont-Louis-sur-Loire. Qu'est-ce qui m'attire chez lui? J'ai Honoré. D'abord, il a le culte du bois, haussé au statut de matière sacrée. Compétence et rigueur dans le travail bien fait. Maître charpentier, il ne faut pas oublier. Courage et grande capacité d'adaptation à la nouvelle vie. Tout laisser pour s'en venir, c'est quand même tout laisser de la France pour s'en venir à être arrivé avec la grande recrue. Au cours de mon séjour de 3 mois, j'ai temporairement accompli un travail de gestionnaire. J'étais en fait directrice de la maison, directrice de la Fenêtre, qui est un centre d'hébergement pour personnes, pas centre d'hébergement, centre de, voyons, Marcel, tu sais. Oui, ça s'adresse aux personnes qui ont des difficultés fonctionnelles. C'est un centre d'immersion en art. Ok, je cherchais l'expression exacte. Donc, et je suis donc là pendant 1 an, ce qui me donne l'occasion de découvrir, là ça s'en vient, là, regardez bien ça arriver, l'art relationnel. La personne qui est ici, qu'on voit de dos, c'est Linda Barry, qui est une artiste de la région, et que j'avais embauchée pour un projet particulier à l'endroit où je travaillais, puis elle a mené un projet de création avec des participants à ces ateliers-là. Pourquoi ont-ils des trucs sur les yeux? C'est parce qu'ils sont avec, il y en a une au fond qui n'en a pas, pour la simple raison qu'elle est aveugle. Et ils sont en train de découvrir la matière avec leurs mains et non leurs yeux. Et donc, au bout du compte, ils ont fait une immense sculpture. Et c'est le principe de l'art relationnel, c'est-à-dire c'est le développement d'un projet avec un artiste chevronné et qui stimule, crée une synergie et l'œuvre finale, c'est une œuvre collective. Alors moi, ça me parle énormément. Pendant que je suis directrice, je développe tout un contenu je pense que j'ai pesé celui-là le bord. Je développe tout un contenu d'exposition. Alors, je travaille de 9 à 4, mais de 6h30 à 9h, 9h moins quart, je suis dans mes tableaux. Je crée une autre série d'œuvres que j'ai intitulée Les fleuves de Marie. Ce sont différentes versions, si on veut, de ma vision poétique de Marie de l'Incarnation. Donc l'exposition s'est tenue aussi à la maison d'édition d'art Le Savant. J'avais fait ça l'année du 375e. C'est vrai que Marie de l'Incarnation n'est pas venue à Trois-Rivières, mais Ursuline, oui. Mais quand même, c'était un clin d'œil à la fondation de la ville. Mais là, autant je célébrais Marie, devenue une intime, hein, je l'appelle Marie, autant je célébrais Marie qui était partie de France pour s'en venir en Nouvelle-France, autant j'ai senti la pertinence de la ramener, de la ramener à Tours, dans la région de Tours. Alors, j'ai profité, le rêve de Marie devient réalité, j'ai profité d'un séjour que j'ai fait à Tours en 2008, parce que, pas à Tours, oui, dans cette région-là,
je participais à une exposition collective là-bas. Puis je ne sais pas si vous le savez, mais en 2008, en France, on célébrait beaucoup le 400e de Québec. Nous, c'était réservé à la ville de Québec, mais là-bas, quiconque avait un ancien citoyen qui habitait une petite ville ou un petit village, tout le monde se tirait les bretelles d'avoir quelqu'un qui avait contribué à l'éclosion de la Nouvelle-France. Et quand je suis arrivée là, j'apprends que Mont-Louis-sur-Loire venait d'inaugurer un jardin intitulé le Jardin du Québec, où on rendait hommage à 4 Mont-Louisiens qui étaient partis, dont mon ancêtre. Alors, je suis allée voir le... Ça, c'est des risques. Hein. C'est des risques, c'est des coups de tête. Je me suis rendue directement à l'hôtel de ville. J'ai demandé à la réception de... J'ai dit, je suis la descendante d'Honoré Dany, 10e génération. Je suis ici de passage. Et puis, j'aimerais rencontrer le maire. Ça a marché. J'ai rencontré le maire. Puis là, il fallait bien que j'invente de quoi. J'ai dit, moi, j'ai toujours exposé en collectif, en France, mais j'ai dit, j'aimerais faire ma première exposition solo, ici à Mont-Louis, parce que c'est là que mon ancêtre est né. Tu déposes un dossier. Puis, mon dossier est accepté. Alors, avant d'y aller, j'ai apporté bien sûr des œuvres de Marie, mais j'ai dit, je ne peux pas aller là sans apporter une œuvre d'Honoré. Alors, j'ai donné rendez-vous dans une toile. Puis, curieusement, il est apparu. La figure qui est là est arrivée dès le départ. Le reste s'est développé progressivement, mais la figure a toujours été là. Évidemment, comme il n'était pas un noble, il n'y avait pas de portrait de lui. Mais moi, je me plais à penser qu'il ressemblait à ça. Alors, pendant que j'étais là, j'ai fait une exposition qui a impliqué plusieurs groupes. Vous voyez ici des étudiants de l'école secondaire qui appellent le collège, eux autres, avec qui j'étais en communication par Skype avant d'y aller, et avec leurs professeurs aussi. Ils ont bâti avec de la broche des oiseaux migrateurs, puis avec de la ripe, parce que mon ancêtre était charpentier, avec de la ripe, ils ont imité les plumes, et ils ont fait plusieurs oiseaux comme ça qui évoquaient la bernache qu'on voit sur l'œuvre d'Honoré. Mais à ce moment-là, je dois préciser une chose importante, c'est que je sentais déjà le besoin de la pluralité. Puis pour moi, ça s'est exprimé de même. J'ai demandé à des études, une école, donc j'étais en lien avec une classe. Ensuite, j'étais en lien avec un musicien qui a créé un récital piano sur mes œuvres. J'étais en lien avec une historienne que Françoise de Ropineau m'avait présentée, qui était capable de venir faire un exposé sur Marie. J'ai animé une table ronde où elle parlait de Marie de l'Incarnation. Puis j'avais invité, qui est devenu un ami, qui était déjà un ami, le conservateur du musée du compagnonnage à Tours. Donc il est venu parler de comment ça se passait, le compagnonnage, à l'époque où mon ancêtre s'est envolé. Bien sûr, j'ai fait une conférence ou deux aussi, là. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai toujours aimé ça à rassembler. Mais pendant que je suis là, il survient un drame, c'est-à-dire que je découvre un drame, et qui a fait un point de bascule pour moi. Honoré se marie une première fois, sa première femme se fait violer et tuer sur ta Ville-Marie, se fait violer et tuer par 2 Iroquois. Il se remarie, a des enfants, une fille de son deuxième mariage, prénommée Jeanne, se fait violer et tuer par un Iroquois. Et selon les écrits, et il y en a beaucoup parce que toutes ces actions professionnelles ont été colligées étant donné que ça faisait l'objet d'actes notariés et tout, donc il y a plein de croisements d'informations possibles. Et ça l'a rachevé, c'est pas compliqué, ça l'a rachevé, il en est mort, même pas un an après le viol de sa fille. Et moi, ce qui m'a frappé surtout, c'était absolument triste de savoir qu'il avait vécu ça, c'est quelqu'un avec qui j'avais commencé à développer un réel attachement, mais ce qui me bouleversait, c'était de voir qu'il n'y avait rien de changé. Parce que qu'est-ce qui se passait à Ville-Marie à ce moment-là? C'était des guerres territoriales. Comme on connaît en Palestine
et Israël. Comme on connaît dans d'autres pays, je n'ai même pas besoin de les énumérer, vous voyez ce que je veux dire. Puis qu'est-ce qui arrive dans ces conflits-là? Souvent, pour ne pas dire régulièrement, les femmes passent à la caisse. Il y a toutes sortes de raisons de détruire le peuple qu'on combat en passant par la dévalorisation des femmes, du peuple qu'on combat. Alors, moi, ça, c'est venu me chercher au fond de mes tripes, puis je me dis, ah non, là, il y a comme quelque chose de social qui se développe définitivement. Pendant un tout petit bout de temps, je fais des œuvres qui dénoncent la violence, et de ça, j'en ai beaucoup. Celle-ci, pour moi, c'est Jeanne, c'est la fille d'Honoré qui a été tuée. Et celle-ci qui représente l'obligation de partir pour se soustraire à la violence. Mais plus j'avance, plus je me dis, je ne peux plus rester dans mon atelier. Je ne peux pas, là. Il faut que je parle, il y a des choses qui se passent. Alors, je mets au point un concept d'intervention auprès de femmes victimes de violences conjugales qui sont en hébergement. Et c'est des femmes, pour la plupart, qui n'ont pas de compétences comme artistes, mais pour lesquelles j'ai développé un processus qui leur permet d'être en admiration avec elles-mêmes par la beauté de ce qui sort. C'est de l'art brut, c'est très spontané, c'est l'émotion à l'état pur. Ils ne sont pas capables souvent de mettre des mots sur ce qu'elles vivent, mais tout d'un coup, l'image vient remplacer tous ces moyens-là. Alors que je les accompagne et j'ai été très, très heureuse de faire cette expérience-là, tellement les témoignages que je recevais, autant des femmes qui vivaient ça, que des intervenantes de la direction qui voyaient des répercussions, femmes qui décidaient d'aller peut-être chercher l'ouvrage, puis l'autre, il faut qu'ils reviennent ils sont 3 mois maximum en maison d'hébergement, mais après ça, il faut qu'ils reviennent dans la société. Alors, voici, oui, j'avais énuméré le nom des endroits. À Maison Le Phare, plusieurs fois, à la Nacelle, une série, moi c'était des séries de 8 semaines, une journée par semaine. Maison La Séjournelle, plusieurs fois, Shawinigan, le Centre de femmes à Shawinigan aussi, plusieurs fois. Volte-face à Victoriaville, plusieurs fois aussi. Voici un petit aperçu des œuvres qu'elles font, qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais travaillé. La grise et noire là, est arrivée comme ça là, la première journée, puis elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais avec les gens qui sont poches? Ben j'ai dit, avant de dire ça, essaye de voir, essaye de vivre quelques expériences. Et ce matin-là, la journée de cet atelier-là est arrivée bougonneuse et elle a fini son après-midi complètement survoltée. Heureuse comme c'est pas possible, puis elle est venue me dire, écoute, la nuit passée, j'ai pas dormi. Ça vient toujours me toucher. J'ai pas dormi et j'avais décidé de me tuer. Sa décision était prise, puis là, c'est dit, oh, il y a l'atelier de peinture l'après-midi. Elle est venue à l'atelier, puis il y a eu comme une espèce de pouf qui lui a donné à penser qu'elle pouvait peut-être se donner plus de chance. D'autres. Et d'autres. Pendant que je fais ça, parce qu'il y a plusieurs années là, qui se sont écoulées, j'ai l'occasion, grâce à une ex-missionnaire au Brésil, de l'accompagner chez les Sans-Terre. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est des collectivités, évidemment, qui ont été expropriées par, pas expropriées, évincées de leurs terres par des grands propriétaires terriens qui sont sans terre. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Et puis, elle connaît. Donc, je suis allée avec elle dans un village de Sans-Terre qui avait en fait, il y avait une terre maintenant. Ils avaient gagné leur cause. Ça faisait 10 ans qu'ils se battaient, puis que le gouvernement leur octroie une terre, un grand lopin qui se divise les terres. Ils venaient de gagner.
Et donc, l'idée d'y aller, c'était de ramasser suffisamment de matériel pour leur rendre hommage et montrer ici que c'est possible quand on se prend en main de sortir de la merde. Alors, et moi, ça a été vraiment une formidable expérience de maximisation de mes capacités d'artiste. Et j'ai donc tenu pendant tout l'été une installation in situ à la maison Rodolphe Duguay à Nicolet, où j'ai pu, où les gens pouvaient voir finalement le fait que j'avais fait des photos, vidéos, des grands kakemonos, et le terme consacré chez les Français pour parler de bannière verticale, c'est un terme japonais, trame sonore, production de vidéos en anglais, en espagnol en plus du français. Et la personne qu'on voit là, c'est Leda, une femme qui vit dans le village en question, mais ce qui est derrière elle, c'est son mur de cuisine, là, avant qu'elle ait eu sa vraie maison. Là. C'était l'ancienne maison, c'est des blocs de terre tapés qui sont tenus, ils sont tenus par une espèce de quadrillé de bambou, là, et puis, bon, et voici ce qu'elle nous a dit: j'ai le droit sacré de vivre dignement et d'avoir une place dans la société. Alors, quand je reviens, évidemment, ça me renforce encore plus de poursuivre auprès des femmes victimes de violences conjugales. Je me suis dit, c'est chez nous, c'est ici que je peux agir. Et donc, entre 2011 et 2015, j'ai rejoint comme ça 150 femmes qui sont venues profiter de ces ateliers. Et sentant que je faisais un peu j'avais un peu fait le tour, c'est très demandant, hein? Je veux dire, psychologiquement, c'est un travail très énergivore. Ben, je ne voulais pas laisser tomber ça, donc j'ai formé en 2016, au début 2016, une jeune artiste dans la trentaine qui a enchaîné, j'ai comme un peu livré mon concept. Et c'est elle qui prend le relais, et ça fait déjà plusieurs séries qu'elle donne à Nicolet, à Victoriaville, puis tu sais, elle fait des petits avec ça, c'est vraiment formidable. Alors, je suis très contente que ce soit un projet qui a levé de terre et qui continue. Maintenant, moi, ça a eu des impacts sur le plan artistique, j'arrive à ça tombe bien. J'ai eu des impacts sur le plan artistique de mon travail avec les femmes, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, elles travaillent de manière extrêmement spontanée, brute, et ça m'a amené à avoir un travail beaucoup plus épuré. J'étais portée à faire des choses extrêmement complexes, et tranquillement, j'ai épuré mon travail. Vous avez quelques exemples. Ça, c'est des œuvres à l'huile. Et les deux prochaines, qui démontrent que j'ai risqué autre chose, eh bien, ce sont des œuvres de création numérique. C'est-à-dire que ces œuvres-là, je les crée en allant chercher, je ne devrais pas livrer ma recette, mais c'est quand même, j'ai le goût de dire, je vais extraire de mes tableaux des éléments que je trouve intéressants numériquement. Ils sont toutes photographiés en haute résolution. Avec Photoshop, je vais chercher des éléments, je recompose des œuvres. Donc, autrement dit, comme celle-là ici, à gauche, c'est une œuvre numérique. Elle n'existe pas à proprement parler. Je l'ai fait imprimer sur de la toile et monter sur faux cadre, comme si c'était un tableau, mais c'est une création numérique, à partir d'éléments que je suis allée chercher dans d'autres toiles. Celle-ci, la première, je l'ai faite pour parler de non-paix en relation avec la Palestine et Israël, et qui a suivi pour parler de paix. Ça fait 4 décennies de créativité par les arts visuels, l'enseignement, les communications, la gestion, et maintenant par l'écriture. 2016 a été une année charnière pour moi. J'ai fait 3 expositions dans la même année, dont la dernière à Montréal. Je pensais que c'était pour être comme la consécration, tu sais, la consécration de mon talent. Alors, les 3 expositions, finalement, ont démontré
une absence de signification, de percée là, importante. Et puis je me suis dit, peut-être pas pour rien que ça arrive comme ça, peut-être d'autres choses qui m'attendent. Et je me suis rendu compte que l'Écriture m'attendait. Ça faisait des années que je griffonnais, mais là, le moment est venu d'y mettre tout mon temps. Et l'ouvrage qui est en cours d'élaboration s'appelle L'oiseau migrateur. Ça me dit quelque chose. C'est un titre provisoire, évidemment. Mais voilà. Alors, je me trouve avoir terminé. J'ai apporté un tout petit paragraphe de ce que je suis en train d'écrire. J'aurais le goût de vous le lire. C'est un petit paragraphe. Il est vraiment... C'est dans c'est dans le prologue, on va dire, de l'ouvrage que je suis en train d'écrire. Il enrageait d'entendre Marie crier à fendre l'air, ce qui pouvait alerter les fermiers du voisinage. Pour la faire taire, il frappa cette figure trop belle pour être vraie, trop belle pour lui. Sous le choc, la jeune fille perdit pied et s'affala sur le tapis de pierre. Se ruant sur son corps, Akia saisit ses épaules et secoua sa tête violemment de façon à frapper le sol encore et encore, jusqu'à ce que le bonnet rougisse et que Marie ne soit plus qu'un amas de hardes en bordure du sentier. Les grillons ont repris leur chant dans ce silence mortel. Lentement, l'homme des bois releva le tablier de sa victime pour lui couvrir la figure, pour ne plus voir le rictus de souffrance à ses lèvres pulpeuses. Il fit de même avec sa jupe et finalement, soulevant sa chemise d'intimité, il découvrit ce corps mort et invitant. Il écarta ses jambes, mettant en lumière son sexe au poil clair. Pétronille reprenait conscience, si bien que son corps refusait tout mouvement. Elle réussit à tourner la tête vers la scène d'horreur qui se déroulait à quelques pas. Elle vit l'agresseur se dévêtir. Bien dressé, son sexe se fraya une voie dans le corps de sa sœur Marie sur le chemin du petit bois des Hospitalières. Et voilà.